Nous passons maintenant à Nathalie Nars. Vous allez me dire comment? Nars. Enfin voilà, vous avez compris comment. Eh bien, qui est PUPH en neurologie à l'Université de Poitiers et qui va nous expliquer dans la relation éthique la place du corps en téléconsultation. Merci, Monsieur le Président Christian Hervé. Merci au doyen Roger Gilles et à Madame Miliani Lebihan pour votre invitation. Mon nom c'est Nathalie Nasr, je suis neurologue et professeure en neurologie à l'université. Et ce dont je ne vous parlerai pas, c'est l'activation des neurones miroirs quand on voit un geste exécuté par la personne que nous avons en face. Je ne vous parlerai pas non plus de l'activation des neurones quand on est en empathie devant une autre personne. Je ne vous parlerai pas de l'activation de ce réseau neuronaux-là. Je vais vous parler de ce dont vous m'avez demandé de parler, c'est-à-dire de la conséquence de ces processus-là, de l'éthique relationnelle, c'est-à-dire du lien entre l'éthique, le vivant et les corps, et ce qui se joue dans le vide de l'intersubjectivité de ce qui se passe entre un médecin et son patient. D'abord, rappelez la définition de la médecine, qui n'est pas une science. Ce n'est pas la physique, ce n'est pas la chimie, c'est un art. Je vous laisse lire. L'art qui consiste, en fait, à traiter le patient du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, mais ça ne fait pas tout. Lisez un petit peu, là, ce qui a été écrit. La vie est courte, l'art, c'est la médecine. Techné, c'est long. L'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore faire que le malade, les assistants et les choses extérieures y concourent. C'est l'aphorisme d'Hippocrate que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors le patient, c'est qui le patient? Il est face à nous. La question de l'alliance thérapeutique se posait déjà, mais patient, ça renvoie au fait que quelque chose de pathologique se joue. Et quand on parle de ce qui est pathologique, on ne parle pas seulement de ce qui est physio-pathologique, de ce que je fais comme recherche en neurologie la plupart de mon temps, en neurosciences. Non, on parle de ce que le patient ressent comme pathos, comme souffrance, comme sentiment de vie contrariée. Et là, c'est Canguilhem que vous reconnaissez là. Le patient est à la fois un organisme vivant, un machiniste, mais ce n'est pas une machine dans la mesure où le patient édicte ses propres normes. Et là, on va arriver à la question de la norme, n'est-ce pas? Et à la question de la sollicitude. Et là, on arrive à Ricoeur. Et quand on arrive à Ricoeur... Vous avez un bon parcours, là, je vais vous dire. Merci, monsieur. Alors quand on arrive à Ricoeur, moi, je prends le chapitre 2 de la 8e étude de Soi-même comme un autre, et je vais vous lire ce que Ricoeur dit concernant la sollicitude, puisque cette partie est consacrée à la sollicitude, ce qu'il dit de la norme de réciprocité, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est au-delà de la bienveillance. La réciprocité exigée se détache sur le fond de la présupposition d'une dissymétrie initiale entre les protagonistes de l'action, dissymétrie qui place l'un dans la position d'agent et l'autre dans celle de patient. Cette absence de symétrie a sa projection grammaticale dans l'opposition entre la forme active du faire et la forme passive du être fait, donc de subir. Or, le passage de la sollicitude à la norme est étroitement solidaire de cette dissymétrie de base. Et là, en fait, Ricoeur opère quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire qu'il va prendre les deux, l'impératif catégorique de Kant et l'impératif secondaire, et voir comment la sollicitude était déjà
dans l'aphorisme secondaire de Kant, et en fait en disant que le respect qu'on doit aux personnes est au plan moral dans le même rapport à l'autonomie que la sollicitude l'est à la visée de la vie bonne au plan éthique. Je répète parce que c'est pas vrai. Le respect dû aux personnes est au plan moral dans le même rapport à l'autonomie dont parlait Laurence Cathy, que la sollicitude l'est à la visée de la vie bonne au plan éthique. Cette procédure indirecte rendra plus compréhensible la transition, abrupte chez Kant, de la formulation générale de l'impératif catégorique, je vais vous rappeler, à la notion de la personne comme fin en elle-même dans la deuxième formulation, donc de l'impératif. On continue. C'est le moment Ricoeur. Et là, vous allez voir où intervient la place du corps. Chez Kant, la seconde formule de l'impératif catégorique est traitée explicitement comme un développement de la formule générale de l'impératif, agit de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe de législation universelle. C'est l'impératif catégorique, n'est-ce pas ? À la lumière de la dialectique intime de la sollicitude, le second impératif kantien se révèle être le siège d'une tension entre les deux termes clés, celui d'humanité et celui de personne comme fin en soi. Or, quel est le support de la personne ? Eh bien, c'est le corps, cette entité physico-chimique qu'est le corps. Et l'une des particularités du corps, de nous autres, comme essence, un retour à Spinoza, n'est-ce pas ? Je ne peux pas m'en empêcher quand il s'agit de corps. C'est la capacité d'éprouver des choses. Cela fait partie de notre essence. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de sollicitude ? Eh bien, l'objectivation du patient, qui est mis en équation, y compris par moi-même, quand il s'agit de quantifier un score scanographique ou un IRM ou un score de déficit, etc., le patient devient une somme de chiffres qu'il est d'une certaine manière, parce qu'on a besoin de quantifier pour soigner. Et en même temps, s'il n'y a pas de sollicitude, ce qui va se passer, c'est que le patient, se vivant comme objet seulement, va ressentir cela comme de la torture. On n'en est pas loin quand on objective le patient à l'extrême, et c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de sollicitude. Alors, la sollicitude, selon Ricoeur, rétablit le fait que l'autre est irremplaçable et insubstituable. Et là, nous sommes en face de deux vulnérabilités. Il ne s'agit pas d'autre chose. Médecin ou soignant et un patient en face, c'est deux vulnérabilités qui se regardent. Et je reviens au vide qu'il y a entre les deux. Je ne vous parlerai pas de psychanalyse aujourd'hui, mais quand même. Donc, deux vulnérabilités qui se regardent. Et pourquoi, d'après vous, le patient ou le soignant est vulnérable ? Pourquoi ? Par essence, est-ce que nous autres, soignants ou médecins qui sommes dans la salle, les soignants, nous sommes-nous vulnérables ? Ben oui, parce que notre subjectivation dépend de notre socialisation. Et là, c'est Habermas. Je n'existe pas comme subjectivation, indépendamment de ma socialisation, c'est la nature même de notre vulnérabilité. Donc nous sommes vulnérables, admettons-le, et arrêtons de jouer à autre chose. Donc, deux vulnérabilités se regardent. Bien, sauf que le patient, il est dans un état de souffrance et de dépendance, et on vient de le dire, de dissymétrie par rapport à moi-même, qui est plus de capacité d'agir. Et c'est là que, et sans que nous ne soyons, comment vous dire, sans qu'il y ait une responsabilité spécifiquement qui nous incombe de manière particulière, ce que dit Lévinas, c'est que dès qu'on est face à la vulnérabilité de l'autre qu'il représente par son visage, et qu'il a besoin de moi, eh bien sa responsabilité m'incombe, même si je passe par là, même si je ne suis pas le médecin qui s'occupe de lui d'habitude. Sa vulnérabilité, son visage, me commande de me mettre à son service. Alors, on nous a... À la téléconsultation,
consultation. J'ai très peur que vous n'y arriviez. J'y suis déjà. J'y suis déjà. J'y suis déjà. Et pour dire que des patients vulnérables, il y en a partout. Il y en a dans des déserts médicaux. Vous venez d'Occitanie, vous connaissez le département de l'Ariège, c'est un désert médical. Dans longtemps, il y a eu 0,5 ETP de neurologue ou même pas de neurologue. Donc, comment on fait face à la vulnérabilité des uns et des autres et qu'on tient compte du principe de justice dans la répartition des moyens? Eh bien, la téléconsultation est venue pour remédier à ces problèmes-là. Très bien. On a des recommandations aussi de bonnes pratiques. Il faut aussi voir que ça limite le déplacement de personnes âgées qui ont des problèmes pour se déplacer. Ça rééquilibre un petit peu les choses côté répartition des praticiens. Et on peut dire que comme les deux personnes sont derrière un écran, ça pourrait éventuellement réduire l'asymétrie entre, merci monsieur, entre le patient et son soignant. Eh bien, l'HAS a donné des recommandations de bonnes pratiques en termes de communication, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du cadre, il ne faut pas tourner le dos au malade, etc. Mais ça se limite à ça, dans une bienveillance et un respect dont on vient de voir que ça ne sera pas suffisant pour rétablir l'intersubjectivité, de rétablir le fait qu'il s'agit de deux vulnérabilités qui se regardent. Et ces règles de bonne communication ne sont pas garantes du fait qu'il va se passer quelque chose, comme dans une vraie, bonne consultation. Voilà. Alors, après, il faut savoir que les gens sont pas tout à fait à l'aise avec le numérique. Moi, j'ai de la chance, je fais du téléenseignement depuis très longtemps, donc je suis moins un manchot numérique que je ne l'étais au départ. Et donc, en fait, on ne sait pas exactement se comporter face à un écran, face à son malade. Et puis, la place des gestes et des différents mouvements, elle est tout à fait modifiée par cette configuration. Par exemple, le visage, il va avoir une importance plus importante que le mouvement des autres parties du corps, et on va avoir tendance à surcompenser, par exemple être dans une sorte d'immobilité parce qu'on sait que son visage est projeté sur un écran très large, etc. Et tous ces mécanismes-là vont être des biais, des freins à la communication et à une véritable rencontre. Donc, qu'est-ce qui nous reste à faire ? Vous savez aussi le rôle des mains, je ne dirais jamais le rôle des mains, là je contrôle les miennes en les pesant sur le portable, mais le rôle des mains est majeur. Et ce qui se passe quand on joue de notre corps et de nos mains sans le vouloir dans une réelle communication s'apparente à ce qui se passait dans le théâtre grec antique. C'est une véritable performance qui se joue au moment où il y a une rencontre. Et ce qui nous manque, c'est de travailler avec nos corps et les nouveaux outils que nous avons pour rétablir, même à travers les écrans, cette rencontre. Je vous remercie. Je tiens à remercier les intervenants qui terminent à l'heure. Bravo. Merci. Espérance, donc. Espérance, parce que la chose est loin d'être gagnée. Pendant la Covid, vous avez d'ailleurs un superbe livre qui est justement sur la visite du temps du Covid. Eh bien, les cancérologues de mon hôpital, à l'hôpital Foch, parce que je continue encore à travailler, vous vous rendez compte. Mais enfin... Eh bien, à l'hôpital Foch, se sont posé la question, mais on ne peut pas faire venir des patients qui nous sont envoyés à l'hôpital puisqu'il y a du virus. Bien sûr, on ne va pas les contaminer. Et donc, le problème, c'est comment on peut faire si on ne veut pas qu'il y ait, en fait, une latence au diagnostic ou n'importe quoi. Donc, ils ont utilisé la télémédecine. Et nous... Pour faire une petite réflexion d'éthique sur les pratiques, on a fait venir un ingénieur qui était en stage chez nous, qui était un ingénieur de télémédecine. Et on lui a dit, mais il n'y a pas que les choses qui sont techniques, qui sont importantes, il y a aussi à quoi ça sert la télémédecine. Donc il a travaillé, il a interrogé tous les oncologues qui avaient utilisé justement la télémédecine.
Et il leur a posé des questions sur est-ce que vous continueriez pas maintenant à le faire parce que ça gagne de l'argent, parce que ça gagne du temps, on voit beaucoup plus de malades, ça gagne de l'argent parce que les patients au niveau collectif ne sont pas obligés de prendre une ambulance, ça coûte cher, toutes ces choses-là, etc. D'autant plus dans un endroit très loin où il y a un problème médical en termes de présence. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en définitive, les oncologues, dans les entretiens semi-directifs qui ont été faits, ont été amenés à faire une hiérarchie à qui, maintenant qu'il n'y a plus le Covid, je serais amené à utiliser la télémédecine ou pas. Les résultats sont assez intéressants. Ils ont été publiés dans une revue de catégorie B. B, c'est très bien. BMC Ethics. Et justement, qui montre qu'on ne voit jamais en première intention, justement à cause de tous les éléments que vous dites, parce qu'il y a de la palpation, il y a plein d'éléments. Sentir un ganglion à travers cela, c'est pas très simple quand même, vous êtes bien d'accord. Et surtout que des diagnostics ne se font qu'au palpé quelquefois. Et d'ailleurs, on peut se poser le problème, pourquoi on ne palpe plus? Parce que les médecins d'ailleurs ne savent plus palper, et surtout parce que la société les empêche de palper. Parce que si vous palpez un peu trop, on va vous poser des questions. C'est la fameuse société du soupçon. Est-ce que ce ne serait pas un pervers? Est-ce qu'il est en train de me... Et surtout que la palpation, bien souvent, elle est préventive. Cancer des testicules, pour prendre cet exemple, ou n'importe quoi. Au niveau vaginal et tout, cancer du col, etc., la plupart des touchés rectal, vous imaginez, on ne le fait plus, ou de moins en moins, parce que c'est accepté de moins en moins. Alors que, et donc, tout ceci pour dire qu'il y a peut-être une utilisation, si vous voulez bien, par rapport aux nouveaux procédés radiologique, informatique, du numérique, certainement. Mais il faut peut-être réfléchir éventuellement. On a essayé, voilà ce que déjà on a conclu sur ce qu'était l'oncologie, voyez-vous. Et en particulier, c'était l'oncologie en général. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit, mon expérience que je donne là ? Je ne dis pas que vous avez tort. Hein. Non, vous ne dites absolument pas. Merci d'ailleurs pour le commentaire. Oui, le fait qu'en fait, on se distancie du corps dit quelque chose de la perception de soi dans la société actuelle. Un médecin, ça écoute, ça palpe. Et surtout, il est dans une relation directe avec son patient. Donc, ne plus palper un ventre ou un ganglion, etc., c'est la fin de la médecine. Ça fait plaisir. J'espère qu'il y aura beaucoup de collègues comme vous